Mais moi, ma question que je me pose depuis le début, c'est... Ça fait longtemps que tu lis sur Descartes. Tu as lu la majorité de ses œuvres, la grosse majorité de ses œuvres, presque la totalité, sauf ses relevés de musique et tout. Mm-hmm. Comment est-ce que Descartes t'a aidé à devenir un meilleur homme? À peine, là. Bienvenue à Dialogue Dilettante 2.0. Aujourd'hui, on vous parle des livres de Descartes. Justin a lu une panoplie de livres et aujourd'hui, il va nous mentionner chacun des livres qu'il a lus de Descartes et quels sont les faits intéressants de chacun. C'est bien ça, Justin? Oui, exactement. Donc, les faits intéressants, puis une courte description de qu'est-ce que Descartes fait dans ce livre-là. Combien de livres de Descartes vas-tu nous parler aujourd'hui? Au moins une dizaine. Ouais, une dizaine. Une dizaine de livres. Et tu les as tous lus? Ouais, je les ai tous lus. Wow, OK. Est-ce que ça prend du temps de lire du Descartes? Il y en a qui sont assez courts, mais il y en a qui sont assez longs, comme... disons, je fais pas ça à temps plein, mais ça fait à peu près 1 an là, que j'étudie le texte de Descartes. OK, parfait. Comme en témoigne le fait que ça fait... Je sais pas combien d'épisodes qu'on fait là-dessus. Écoute, un jour, on va arrêter de parler de Descartes, mais c'est pas aujourd'hui. Donc, premier livre de Descartes. D'accord. Le plus célèbre, que probablement tout le monde connaît, Le discours de la méthode, qui a un sous-titre qui est intéressant, qu'on oublie aujourd'hui, mais dans l'original, c'est Discours de la méthode, pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences, plus la dioptrique, les météores et la géométrie qui sont des essais de cette méthode. Ça, c'est le titre de son livre? On le sait peut-être parce que c'est un livre qui est assez célèbre. En gros, ça raconte un peu le parcours philosophique, si on veut, son espèce de cheminement personnel dans l'épistémologie qui lui a amené à formuler sa célèbre méthode qui croit peut permettre de découvrir la vérité sur la nature et sur Dieu. OK, parfait. Donc ça, c'est une introduction pour tout le monde qui voudrait lire un peu plus sur Descartes, comprendre son cheminement. Faudrait commencer par ce livre-là. Oui, c'est le texte d'introduction. OK, parfait. C'est là où il a eu sa révélation philosophique. Ou ça, c'était La Nuit des Trois Songes. Ouais, c'est ça. La Nuit des Trois Songes, il l'a publié, on le sait à travers des lettres. Il n'en parle pas en détail dans des livres. OK, parfait. Donc ça, c'est un texte qu'il a publié en 1637, donc il était quand même assez vieux. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est que, comme le dit le sous-titre qu'on a oublié, c'est en fait une préface à un groupe de 3 annexes, dont la dioptrique, les météores et la géométrie, qui sont des traités de science à proprement parler. La dioptrique, ça parle de comment construire des lentilles pour créer des télescopes, des choses comme ça. Les météores, ils parlent de météorologie, puis la géométrie, c'est un traité de maths. Puis on va en parler un petit peu plus longuement de chacun des textes plus tard. C'est son texte le plus célèbre, puis c'est un peu charmant, parce que c'est comme au début de la révolution scientifique, c'est comme un peu naïf, c'est comme la science, voici comment bien la faire, puis c'est des trucs assez élémentaires. Puis aussi, ce qui est une des raisons qu'on s'en souvient beaucoup aujourd'hui, puis qu'on l'étudie, c'est que c'est un des premiers textes philosophiques, scientifiques à être publié en français plutôt qu'en latin, parce que Descartes voulait l'adresser justement au commun des mortels. Oui, oui. Et à l'époque, c'était quand même une révolution de le mettre en français. Ouais, ça se faisait pas vraiment. Tous les textes savants étaient en latin. Ça permettait à tous les Européens savants de communiquer dans une langue qui était la langue savante, le latin. Parfait. Ensuite, son deuxième livre, qui est assez célèbre, mais beaucoup plus difficile, c'est Les Méditations métaphysiques. Donc, c'est là-dedans qu'il va vraiment exposer ce qu'on appelle aujourd'hui sa théorie rationaliste de l'esprit humain. Il va vraiment aller en détail sur la dualité de l'âme et du corps, puis il va discuter plein d'autres notions philosophiques, mais vraiment dans un langage philosophique adressé à des philosophes. C'est en latin, donc on voit qu'il adresse vraiment à une autre audience. OK. Est-ce que c'est dans ce livre-là qu'il y a le « Je pense donc je suis » ? Oui, exactement. OK, donc ça vient de là. Exactement. Parfait. Tout l'argument du cogito ergo sum vient de là. Puis il l'a publié en 1641, un petit peu après le discours de la méthode. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que Descartes, on se souvient peut-être des autres épisodes, que Descartes, il voulait pas s'attirer l'ennui des théologiens scolastiques. Ouais. Puis une des façons qu'il a réussi à faire un compromis, c'est que avant de publier le livre, il l'a envoyé à Marin Mersenne, qu'on se souvient qui était l'espèce de hub européen de tous les savants, puis il a dit « Envoie ça à d'autres savants », puis il demande-leur d'écrire leurs objections. Oui. Moi, je vais écrire des réponses.
Puis il y a comme un échange d'objections et de réponses qu'il a publié en annexe au livre, qui est à peu près la même longueur que le livre en tant que tel, peut-être même un peu plus long. Puis je trouve que c'est quand même cool, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans un traité très philosophique. Ensuite, les règles pour la direction de l'esprit, qui a été publié en 701 à titre posthume. Donc Descartes, il voulait pas publier de son vivant. En fait, on n'est pas sûr vraiment quoi faire avec cette œuvre-là, parce qu'il l'a écrit quand il était jeune, il l'a retravaillé plus tard. On sait pas trop s'il tenait à le publier. Mais en gros, c'est une série de règles méthodologiques pour trouver la vérité. Fait que c'est un peu une espèce de description plus détaillée du discours de la méthode. Vraiment avec une série de règles comme comment on fait de la bonne science. Puis il remet explicitement en question les méthodes scolastiques de l'époque. OK. Toi, l'ayant lu, ouais. Est-ce que c'est important de lire ça pour comprendre un peu comment Descartes voyait Moi, je crois que oui. Okay. Moi, je crois que oui. Les commentateurs sont un peu ambigus. Il y en a qui disent non, il se contredit un peu avec plus tard, mais ce qui est normal. Là, tout le monde se contredit quand on écrit beaucoup à travers une vie. Mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de trucs intéressants. Quand il explique comment on va faire des maths, on voit que il commence à penser à les idées vraiment révolutionnaires qu'il va publier dans la géométrie. Il va dire le but c'est d'arriver à de la vérité. Tout ce qui est comme douteux, il faut vraiment faire attention de pas dire que c'est comme peut-être vrai, il faut vraiment juste atteindre des vérités solides. Okay. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce texte-là, certainement. OK. Surtout pour le balbutiement de la science moderne. Ouais. OK. Et ça a été publié en 1701, mais est-ce que ça a été écrit avant ou après le discours de la méthode? Avant. Avant, majoritairement avant, comme au moins 10 ans avant. Wow. Ouais. OK, parfait. Fait que c'est vraiment au début. C'est au début de ces réflexions plus philosophiques, ouais. Parfait. Fait que si on veut vraiment comprendre un peu l'idéologie, l'évolution de l'idéologie de Descartes, c'est important à lire. Exactement. Ça, c'est sûr que oui. Parfait. Ensuite, Le Monde, qui a rédigé en 1632-1633, mais qui a encore une fois été publié à titre posthume en 1664. Ouais. Puis, dans le fond, c'est là-dedans qu'il présente sa célèbre fable du monde, où il expose un peu un espèce de monde imaginaire pour essayer d'expliquer ses théories physiques puis de cosmologie. Ouais. Puis, il tenait à le publier, c'était une de ses œuvres préférées, il en parle souvent dans sa correspondance. Mais à cause de la condamnation de Galilée, on se souvient qu'il a décidé de la retenir. Là-dedans, il y a le principe d'inertie qui est formulé pour la première fois. Donc ça, c'est une contribution majeure à la physique qui va inspirer Newton. Puis, c'est un des premiers exemples modernes d'un modèle hypothético-déductif où est-ce qu'on met en place une espèce d'hypothèse primitive, puis on essaie de déduire qu'est-ce qui arrive, puis on regarde est-ce que ça correspond avec la réalité. Puis Descartes utilise cette méthode-là assez explicitement, puis on sait que c'est quelque chose qui va être beaucoup développé dans la science jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Puis pour ceux qui, si je me base sur, parce qu'on en a parlé dans le dernier épisode du monde explicitement, donc un petit teaser pour les gens qui l'ont pas vu, il y a beaucoup de vortex. Ouais. Il y a beaucoup de vortex et d'explications des marées aussi. Ouais. Et c'est sûr que d'un point de vue externe, quand moi j'ai pas lu beaucoup de textes comme ça semble un peu farfelu. Mais ça l'a vraiment influencé, si je me rappelle bien, Newton. Ça l'a influencé Newton pour aller plus loin dans ces idées-là. Et c'est comme ça qu'il aurait découvert, par exemple, la naissance de la gravité. L'existence de la gravité. Exactement. Okay. Exactement. Merci d'écouter Dialogue Dilettante. Je prends ce petit moment, cette petite pause, simplement pour vous inviter à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, à venir déposer un like si vous êtes sur Facebook et à venir déposer un rating si vous êtes soit sur Spotify ou sur Apple Podcast. Ça va grandement nous aider, donc n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci et on revient à l'épisode. Ensuite, on passe à L'Homme, le traité de l'Homme, publié en 1662 à titre posthume, pour les mêmes raisons que Le Monde, qui ne l'a pas publié. C'est parce que c'est dangereux pour lui de publier ces idées-là. En fait, il voulait le publier avec Le Monde. Il voulait que ce soit 2 livres mis ensemble, si on veut, comme une espèce de partie 1, partie 2. Puis, dedans, il présente une théorie de l'homme
que lui appelle l'homme-machine. Okay? Comme il essaie d'expliquer le corps humain comme une machine qui fonctionnerait selon des principes mécaniques. OK. Donc, il va encore utiliser un peu la stratégie de la fable. Il va dire cet homme-machine-là n'existe pas, mais supposons qu'il existe. Essayons de réfléchir à comment son corps pourrait fonctionner avec des principes purement mécaniques. Puis ça, c'est très, très important pour les développements de la physiologie et de la médecine. Parce qu'à l'époque, il y a encore, puis ça va encore durer pendant des décennies, voire peut-être même un siècle au complet. On pense encore que les êtres vivants ont comme une espèce de force vitale, puis que c'est comme ça fonctionne différemment du reste du monde. Mais Descartes, ce qu'il essaie de dire, c'est non. Le corps humain, il obéit aux lois physiques comme le reste du monde. Puis c'est pour ça qu'il publie avec le monde. OK. C'est pour ça qu'il veut le publier, mais qu'il finit par ne pas le publier. Mais... Et est-ce que c'était construit un peu comme le monde à l'aide d'une fable? Ouais, il va pas parler de fable, mais il va commencer... La première phrase, c'est comme « Supposons un homme fictif. Okay. Voici comment son corps pourrait fonctionner. » Parfait. Puis là, il dit, dans la deuxième partie, je vais vous expliquer qu'est-ce qui arrive quand on ajoute l'âme, quand Dieu lui ajoute l'âme. Exact, parce qu'il y a quand même la dualité qui rentre en compte. Exactement. Okay. Mais il n'aura jamais fini par écrire ça. Il va jamais écrire la partie sur l'âme. On a juste la première partie. Ça, ou est-ce que le gouvernement peut-être nous le cache? Puis là-dedans, il y a des contributions importantes qu'on se rappelle de Descartes. Il y a la théorie des esprits animaux. Donc ça, encore une fois, avec du recul, c'est un peu comme parler des vortex. Ça somme vraiment farfelu. Mais en gros, il essaie d'expliquer comment les nerfs pourraient nous amener à bouger puis à percevoir les stimuli externes. Puis il comprend pas que c'est des flux électriques dans les nerfs, mais lui, il pense que c'est ce qu'il appelle des esprits animaux qui sont comme une espèce de liquide, puis il pense que les nerfs, c'est des genres de tuyaux, puis que c'est comme des trucs un peu hydrauliques, si on veut, qui font bouger le corps, qui font contracter les muscles. Mais ce qui reste quand même fort à l'époque de trouver... en tout cas, s'il n'y avait pas beaucoup de documentation sur les nerfs et tout ça, ça reste quand même très bon comme educated guess. Ouais, exactement. Ouais. À l'époque, les médecins sont en train de découvrir que les nerfs, c'est vraiment important, qu'ils sont connectés au cerveau. Par exemple, Descartes, il sait que comme nos yeux, c'est genre des espèces d'excroissance de nerfs du cerveau directement. On va en venir plus tard, mais il fait des constats vraiment importants à partir de ça, comme par exemple, il va parler de la vision, comment nos nerfs optiques, justement, prennent des stimuli externes, puis transmettent ça à notre cerveau, qui se crée des représentations du monde à travers la vision. Puis, il va explicitement en parler comme étant une computation dans le cerveau. Bon, il va pas parler de computation. Non, c'est ça. Parce que ça n'existe pas encore. Ouais. Il va donner des exemples, comme par exemple... un aveugle qui marche avec un bâton, comme il est capable d'estimer la distance entre ce qui touche avec le bâton puis son corps. Ouais. Puis là, il se dit, s'il peut faire ça avec un bâton, ça veut dire que nos yeux doivent faire à peu près la même chose. Il va donner un autre exemple, puis on va mettre une image dans le YouTube, mais il y a un autre exemple où est-ce qu'il dit, si un jardinier, il tient comme 2 pinces dans ses mains, genre 2 bouts d'une grosse pince, que comme implicitement, le cerveau, il connaît la distance entre les 2 mains, donc il connaît la distance entre les 2 bouts de la pince. Donc, le cerveau, par une géométrie naturelle, il va être capable de calculer à partir des angles, genre à quel point les objets sont distants. Puis là, tu vois vraiment que c'est comme une théorie computationnelle, mais qu'il n'y a pas encore le langage pour parler de ça, mais il va dire une géométrie naturelle. Puis quand tu veux dire une géométrie computationnelle, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Aujourd'hui, comme par exemple les sciences cognitives, ils partent de l'hypothèse que notre cerveau, c'est une machine computationnelle, dans le sens qu'elle opère sur de l'information. Donc, nos sens, nos perceptions sont des espèces de transformations des stimuli externes en influx nerveux qui sont interprétés comme des informations que notre cerveau opère computationnellement dessus. Donc, il fait des algorithmes pour le transformer en information avec laquelle on peut faire quelque chose. Non? Exactement. Okay. Comme un exemple, c'est pas anodin que c'est le meilleur exemple, mais la vision, en principe, ce qu'on reçoit sur notre rétine, c'est 2D. Comme notre rétine, elle est en 2D. Fait qu'elle a juste comme un nombre de pixels, si on veut, qui reçoit la lumière. Ouais. C'est notre cerveau, après, qui se crée une représentation 3D du monde à partir de ça. Puis on a des théories computationnelles qui expliquent comment ça serait possible de faire ça. Puis c'est
parmi nos théories les plus solides des sciences cognitives. OK, super intéressant. Fait que lui, ça serait un des premiers qui aurait parlé de ce genre de théorie dans l'homme. Ouais, exactement. Puis il va en parler aussi dans la dioptrique, on va y revenir, mais c'est vraiment comme vraiment en avance sur son temps, là, parce que comme on est... Le fait que lui conçoit qu'on a un âme, ça lui force à penser comme OK, mais comment l'âme va travailler avec le corps? Ouais. Puis bon, même si c'est un peu moins accepté aujourd'hui, la dualité, mais c'est comme OK, mais nos perceptions, ils créent des représentations qui sont perçues par notre âme, qui sont pas vraiment les vrais objets, c'est juste des trucs qu'on se crée dans notre cerveau à partir des stimuli externes puis tout ça. Donc c'est vraiment en avance. Mais j'ai l'impression comme quand tu me parles de l'homme, j'ai 100 fois plus envie de le lire que le monde. Ouais. Comme on dirait, ben écoute, c'est des préférences, c'est des goûts de préférence, mais j'ai l'impression que c'est encore plus poussé d'un point de vue par rapport à son temps que le monde l'était. Peut-être, ouais. Mais en même temps, dans l'homme, il y a vraiment beaucoup de trucs complètement absurdes. Parce que la biologie, ça n'existe pas encore du tout. Fait que non, c'est sûr. Mais... Tu sais, les esprits animaux, où il fait beaucoup de ce qu'on peut appeler du hand-waving, il va être comme ben ça fait ça, puis il explique pas vraiment pourquoi, puis c'est comme... Parce que c'est de même, puis ça fait du sens. C'est ça. Comme les esprits animaux, ça vient d'où? Il va dire, ben, notre cerveau, quand le sang, il se rend dans notre cerveau, les tuyaux, ils deviennent tellement petits que comme, à un moment donné, c'est plus vraiment du sang, c'est devenu des esprits animaux. Puis c'est juste ça, comme, tu sais, il y a pas vraiment d'explication. Ben, mais... pas besoin, c'est common sense. Exactement. Mais good, parfait. Puis après ça, donc dans le fond, toi, tu conseillerais de lire Le Monde et l'Homme en même temps? Si on veut vraiment comprendre, certainement. Puis il y a beaucoup d'éditions aujourd'hui qui les publient ensemble avec un appareil critique qui comme montre qu'ils allaient ensemble. Puis même on le voit dans le texte, comme l'homme, il va dire comme je vous ai parlé ici avant, mais comme c'est un truc qui parle duquel il parle dans le monde. Fait que comme, il avait clairement prévu que ça soit publié ensemble. OK, parfait. Ensuite, il y a la description du corps humain qui a été publié en 1664 à partir de notes qu'il avait laissées. Ça, c'était comme un texte inachevé où est-ce qu'il essaie d'expliquer comment le corps humain de l'homme-machine, si on veut, pourrait se développer à partir de l'embryon. Puis ça, c'est vraiment comme... Encore, comme quand je dis un peu hand-wavy, là, ça c'est vraiment comme tu lis ça, il n'y a aucune explication vraiment scientifique. Là. C'est juste comme le sang il se rend, puis là ça crée des poumons. Puis là t'es genre OK, mais puis c'est vraiment comme c'était pas son meilleur sa meilleure réussite scientifique. Là. Non. Mais en fait, il n'y a pratiquement rien d'accurate. OK. Tu le conseillerais pas vraiment, dans le fond, ce livre. Il est pas très intéressant. Non, je trouve pas. Parce qu'il est pas accurate, puis en plus, il y a pas vraiment de raisonnement. C'est ça, puis il a pas vraiment contribué grand-chose à notre compréhension. Puis Descartes aussi, en fait, c'est un des seuls livres il va commencer en disant « Je suis pas vraiment sûr de qu'est-ce que je dis ici, genre. » Comme j'ai encore besoin de faire beaucoup d'expériences pour comprendre, puis finalement, il n'y aura jamais le temps de les faire. Puis si on se souvient aussi, Descartes, c'était pas la personne la plus modeste. Donc, s'il commence en disant ça veut quand même dire quelque chose. Exactement. Ouais. Exact. Okay. Puis, si on suit l'évolution de la biologie, comprendre l'évolution de l'embryon jusqu'à ce que ça devienne un enfant, puis un humain à proprement parler, ça a pris beaucoup de temps avant qu'on comprenne. Puis c'est encore... Il y a beaucoup de choses qui sont pas comprises, comme comment ton embryon, il sait, entre guillemets, comment se développer. C'est comme pas clair. On sait que c'est dans l'ADN, mais on comprend pas tous les principes, même aujourd'hui. Aujourd'hui, OK. Ouais. Je pensais que tu disais qu'on savait que c'était dans l'ADN au temps de Descartes. Non, exact. On connaît rien du tout au temps de Descartes. Non, c'est ça, absolument. Okay. Pendant longtemps, même après Descartes, on pensait que c'était comme... dans les spermatozoïdes, il y a des animacules. Genre, il y a comme des humains miniatures qui font juste expand. Comme c'est ça, un embryon, c'est juste un humain déjà formé en miniature. C'est comme on comprend vraiment pas. Non, on était à base zéro. Là. Ouais. OK. Ensuite, on pourrait parler des 3 annexes du discours de la méthode dont j'avais mentionné au début. La dioptrique, pour moi, c'était le plus intéressant parce que je m'attendais pas à ça. Mais là, si, mettons, la géométrie, la météore, la dioptrique ont été publiés en même temps? Ouais, avec le discours de la méthode en 1637. Qu'on a vu tantôt. Ouais. Mais c'est des livres différents, c'est des annexes. Ouais, c'est des traités, des espèces de monographies, là, comme un texte juste de géométrie
tout ce que Descartes avait fait en géométrie. C'est long comment, mettons? C'est pas très long. C'est comme 80 pages chaque, peut-être. OK, c'est quand même... Okay. C'est ça. C'est pas comme des gros livres, mais c'est comme... Il y a, quand même il y a du contenu, là. Ouais. Okay. Donc, OK. La géométrie, le début, je le recommanderais parce que c'est là-dedans qu'il va parler de ce qui va devenir la géométrie analytique, le plan cartésien, qui sont parmi ses découvertes les plus célèbres. OK. Donc ça, c'est vraiment intéressant. À partir de la deuxième et la troisième partie, c'est comme ça devient un peu des vieilles maths, un peu obscures. Il faut connaître le contexte historique pour vraiment comprendre. Ouais. Puis même la première partie est pas facile, là, comme c'est assez difficile, mais c'est super intéressant. Le travail, je pense, vaut la peine. OK, mais mettons pour quelqu'un qui veut comprendre la naissance du plan cartésien, est-ce qu'il y a besoin d'aller là ou pas du tout? Probablement que surtout si t'es pas familier avec la façon d'écrire de Descartes puis tout ça, probablement qu'il serait mieux de trouver comme un bon manuel ou comme une bonne vulgarisation que d'aller lire ça. Ouais, parce qu'il était pas facile à lire. Non, c'est ça, c'est assez difficile puis c'est pas facile, mais la première partie, elle est relativement courte puis ça vaut la peine d'essayer, je pense. OK. Donc, on se souvient aussi que là-dedans, il résout le problème de Pappus, qui était comme un problème qui datait de l'Antiquité, puis qu'une fois qu'on a les méthodes qu'il a inventées, ça devient trivial. C'est comme le problème, il se résout d'un coup, genre, si on a la géométrie analytique. Ouais, il y avait cet avancement-là. Exact, c'était un gros avancement. Ensuite, les météores. Donc, juste pour faire parce qu'à chaque fois, on va faire un avis final. La géométrie, tu recommandes la première partie. Et le reste, non. Ouais. OK. Parfait. Ensuite, les météores, encore une fois, publié avec le discours de la méthode. Ouais. C'est un espèce de traité de météorologie, si on veut. Il essaie d'expliquer des phénomènes météorologiques. Ouais. Puis le titre n'est pas anodin parce que les météores, c'est le nom d'un livre d'Aristote. OK. Puis il essaie d'expliquer que la façon d'Aristote de concevoir ces choses-là n'a pas de sens. Puis en fait, ce sont des phénomènes physiques. Parce qu'avant, on les voyait comme étant une espèce de science à part, que comme ça obéissait pas aux mêmes règles parce que c'était dans le ciel, puis des choses comme ça. Une des contributions importantes dans les météores, c'est qu'il va utiliser la loi de la réfraction qu'il a développée dans la dioptrique pour expliquer comment se forme l'arc-en-ciel. Ouais. Donc ça, c'était vraiment intéressant parce qu'avant, on pensait que c'était comme un peu magique, les arcs-en-ciel. Ouais. Descartes va dire non, comme tout, ça obéit à des principes qu'on peut découvrir par la raison. Puis ma mécanique peut vous l'expliquer, voici comment. Puis là, il explique l'arc-en-ciel. Puis est-ce que c'était la bonne définition de l'arc-en-ciel? Non, parce qu'il n'y a pas de théorie ondulatoire de la lumière. Fait qu'il y a de la misère à expliquer comment les différentes couleurs se manifestent dans la lumière. Donc, il pense que la lumière, c'est comme des petits corpuscules qui font bouger l'élément du ciel, qui est comme l'espèce d'éther qui enveloppe le monde. Qui était un de ces 4 éléments. Un de ces 3 éléments. 3 éléments, oui, OK. Qui appelle le deuxième élément. Puis, il va dire que ce qui fait la couleur, c'est à quelle vitesse les corpuscules tournent. Mais c'est quand même pas si fou. Non, c'est ça, c'est pas fou. C'est quand même pas si fou. L'onde, c'est comme... C'est ça, ça a un... Tu sais, tourner, c'est un phénomène qu'on peut voir comme étant ondulatoire, mais tu sais, on n'a pas la bonne... C'est pas la bonne explication. C'est pas la bonne, mais je trouve que... Ouais. Puis en fait, c'est Newton aussi qui va arriver avec la bonne explication avec sa théorie ondulatoire. Donc ça, on oublie... Newton a trouvé la définition de l'arc-en-ciel. Newton, il est arrivé avec un traité d'optique qui appelle Optics. Il a tout fait, Newton. Hein. Newton, il a été vraiment important. Puis en plus, jusqu'à ce jour, son traité d'optique, I guess qu'il est... de Newton, tu sais, maintenant, on comprend que la lumière, c'est comme quantique, là, que ça a comme... C'est comme des corpuscules, mais aussi des ondes. Ouais. Fait que c'est comme, oui, notre théorie s'est raffinée, mais si on étudie l'optique de base, ça va être encore des théories newtoniennes. Wow. Puis là, je m'avance un peu, mais il y a aussi Christian Huygens, qui a vécu à l'époque de Descartes, que lui aussi, je pense qu'il avait une théorie ondulatoire de la lumière. Ouais. Peut-être pas comme aussi achevé que Newton, mais bref, comme Newton, il n'a pas sorti ça de nulle part. Là. C'était des trucs qui intéressaient les scientifiques à l'époque. OK, parfait.
Fait que là, les météores, est-ce que tu recommanderais ce livre-là ou non? En général, non. À moins que vous voulez rire, parce qu'il y a des trucs vraiment drôles, comme quand il essaie d'expliquer le tonnerre. Ouais. Ça, c'est vraiment drôle. Il pense que le tonnerre, c'est genre un nuage qui tombe subitement sur un autre nuage. Okay. Ça fait un gros espèce de boom, genre. C'est comme l'énergie qui sort du... Ouais, c'est comme quand, mettons, que je tape la table, genre. Ça fait un bruit, mais oh, le tonnerre, ben oui, ok. Ouais. Puis là, mais aussi que ça peut créer des éclairs, parce qu'ils pensent que c'est deux choses qui vont pas toujours ensemble. Puis les éclairs, c'est comme une espèce, à cause de comment le nuage tombe, ça crée une genre de force qui comme crée du feu. Là. C'est un petit peu pas clair, là, mais il y a comme du feu qui s'échappe. Puis ça, ils pensent que les éclairs, c'est du feu. Comme j'aimais mieux celle de l'arc-en-ciel que celle du tonnerre. Non, mais celle de l'arc-en-ciel, on l'étudie encore aujourd'hui. Comme, ben, pas on l'étudie, mais on s'en souvient encore. Comme Descartes, il a fait un gros pas en avant avec son explication de l'arc-en-ciel dans les météores. Donc, on ne recommande pas les météores. Non. Sauf pour cette partie-là, peut-être. OK, parfait. Sauf pour le tonnerre. Puis, ensuite, la dioptrique, qui est son traité d'optique. Encore une fois, un annexe à au discours de la méthode. Là-dedans, il y a beaucoup de trucs vraiment intéressants. Il va énoncer des lois de la réfraction. La loi de Snell-Descartes. Donc, il va l'énoncer là-dedans. Puis c'est là-dessus qu'il va avoir une première querelle avec Pierre de Fermat. Pierre de Fermat. Ben oui. Exactement. Absolument. Puis si vous voulez, on a un épisode là-dessus qui est assez drôle. Donc, leur querelle est assez mémorable. Puis dans la dioptrique, son but, c'est d'expliquer comment faire des lunettes. Ce qui a, dans le fond, créé des lentilles pour faire des télescopes ou des choses comme ça. Ouais. Mais il commence, puis il est comme, OK, je vais vous parler de ça, mais avant, il faut que je vous explique comment les yeux, ça marche. Puis là, il fait comme une espèce de parenthèse qui dure peut-être à peu près 30% du livre. Puis là, il va vraiment aller dans les détails de toute sa théorie de la vision, puis comment notre cerveau, par géométrie naturelle, il fait des espèces de computations sur les influx de la perception de la lumière. Il va expliquer que derrière, dans le fond de notre rétine, il y a comme l'image qui s'imprime dans le fond de notre rétine. Il y a l'image qui arrive sur notre œil puis qui s'imprime dans le fond de notre œil puis qu'elle est à l'envers puis que notre cerveau la retransforme tout ça. Fait qu'il comprend que l'œil, c'est essentiellement une genre de lentille qui fait de la réfraction. Pas pire. Ouais, ça, c'était vraiment bon. Donc ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça vaut la peine juste pour ça. Puis une fois qu'il a fini ça, c'est là qu'il parle de comment faire des lunettes. Ça, je vous le recommanderais pas. Il va expliquer littéralement comment bâtir des machines pour comme faire des lunettes. Puis il y a des dessins, c'est des super grosses machines compliquées. Mais dans ce temps-là, les lunettes, est-ce que ça existait? Ouais, c'était. Ben, tu sais, on attribue souvent à Galilée comme qu'il a créé un premier vrai télescope. Ouais. Puis c'est contemporain de Descartes. Fait que c'était un problème vraiment important à l'époque, faire des bonnes lunettes pour observer le ciel. OK, fait que tu parlais de lunettes pour la vue et aussi de lunettes, par exemple, quand on parle de lunettes d'un télescope. Dans le fond, de lentilles et de verre. Puis il va même dire que ça vaut la peine d'étudier ça parce qu'on peut s'en servir pour corriger les défauts de nos yeux puis tout ça. Donc c'est... Wow. C'est intéressant. Je sais pas où est-ce qu'on en était en technologie de lunettes de lecture, par exemple, puis tout ça, là, des lunettes qu'on connaît bien aujourd'hui, mais en termes de créer des verres qui peuvent faire des réfractions, puis qui peuvent grossir la vue, puis tout ça, ça c'était vraiment intéressant. C'était vraiment important à l'époque. T'imagines à une certaine époque, si tu naissais, puis que t'étais comme myope, tu voyais juste pas bien toute ta vie. Il y avait juste rien à faire. Il y en a qui étaient vraiment myopes, puis ils pouvaient pas vraiment sortir de chez eux, puis que leur vie était un peu misérable parce qu'ils voyaient vraiment rien. Ouais. Ben oui, c'est le même. Ouais. Parfait. Donc, la dioptrique, le compte-rendu, est-ce qu'on le recommande ou non? Ouais. Moi, je recommanderais de lire son explication de la vision dans la dioptrique. Parfait. Puis après, une fois qu'il a fini ça, si vous voulez entendre parler de machines un peu flyées, c'est drôle, mais c'est pas vraiment pertinent. OK, c'est bon. Donc là, on en a fait pas mal. Il en reste-tu des livres de Descartes que tu as lus? Il en reste 3 autres, je crois.
OK. Ensuite, il y a Les Passions de l'âme, Ouais. publié en 1649. Ça, c'est son dernier livre publié de son vivant. Il est mort pas longtemps après. Essentiellement, ça se veut une espèce d'explication de ce qu'on appelle les passions. Ouais. C'est grosso modo comme les émotions. Mais à l'époque, on considère souvent que les passions, c'est un peu comme irrationnel, un peu immoral, comme être en colère, c'est parce qu'on contrôle pas ses passions. Puis, par exemple, il parle beaucoup de la théorie de Sénèque, qui est un philosophe antique, que lui, c'est comme beaucoup de, justement, contrôler ses passions par la raison, puis c'est ça qui fait qu'on est humain, puis faut pas se laisser emporter par l'irrationalité des émotions. Puis Descartes, il est pas vraiment intéressé vraiment à comme le côté moral de tout ça. Il va dire vite fait comme « Ah, moi, je suis pas un philosophe qui dit qu'il faut absolument éliminer les passions. » OK. Mais il essaie d'expliquer comment ça pourrait être cohérent avec comment fonctionne le corps et l'âme. Fait que c'est une des explications les plus détaillées de comment interagit l'âme et le corps. OK. OK? Puis à l'époque, je parle tout le temps de à l'époque, mais Ouais. admettons, parce que là, aujourd'hui, on sait que les émotions, c'est créé, je veux pas, c'est chimiquement dans notre cerveau un peu, mais que l'extérieur a comme des impacts là-dessus. Est-ce que à l'époque, est-ce que Descartes était à l'avant-garde avec une idée un peu semblable ou? Ouais. OK. Ouais, vraiment. Ben, parce que c'est le premier en séparant l'âme du corps, c'est le premier qui a eu comme accès à comprendre OK, je peux expliquer les trucs physiologiquement, puis je peux ensuite les expliquer psychologiquement. Puis là, c'est de comprendre comment ces deux trucs-là interagissent. OK. Fait que c'est vraiment important. Par contre, il va le dire dans des lettres comme « J'ai pas vraiment réussi autant que je voudrais », puis je pense qu'il est comme un peu sous pression de publier. Puis ça paraît aussi que son explication de comment ça interagit dans les détails, c'est vraiment pas très clair. Il va parler de la glande pinéale. Donc, il va dire que comme on a une glande dans notre cerveau, que genre qui est sujette à des mouvements vraiment, vraiment minuscules, à peine perceptibles, puis que ces mouvements-là vont libérer des esprits animaux qui vont nous faire avoir des passions, puis les passions vont être là pour aider le corps à composer avec des dangers ou composer avec des trucs qui arrivent à l'extérieur. Mais il y a beaucoup de trucs qui sont pas tout à fait cohérents si on va vraiment dans les détails. C'est comme il y a beaucoup de questions laissées en suspens. Donc c'est pas son plus réussi, mais c'est quand même super intéressant la première partie parce qu'il va réexpliquer tous ces principes de, si on veut, de science cognitive d'avant-garde. Vraiment, comme avant que ça existe, il y a clairement des principes que notre cerveau fait des computations puis des choses comme ça. Fait que cette partie-là, elle est super intéressante. Mais vois-tu, c'est quelque chose que même en ayant parlé, moi et toi, je le savais. Encore une fois, j'avais aucune idée que Descartes avait quand même des idées cognitives avancées pour son époque. Ouais, vraiment. C'est ça. En fait, c'est très peu connu que Descartes a fait ça, mais... C'est quand même intéressant qu'il dit « Moi, je parle pas de la morale, ou je vais pas essayer de trop m'y avancer. Là, je parle juste des effets physiologiques qui influencent les passions, qui sont les émotions, dans le fond. » C'est ça. Ça, c'est le début. Après, il va essayer de comme classer les passions, puis dire « Ah, il y en a juste 6, puis toutes les autres, c'est des mélanges de passions. » Puis il va essayer de faire une espèce de classification de toutes les émotions. Ça, c'est un petit peu plate, là, comme moi, cette partie-là, on le fait encore aujourd'hui. Ouais. On peut, comme je me rappelle plus exactement, mais je pense qu'il classifie genre 7 émotions ou 5, je me rappelle plus trop. Par exemple, là, la peur, le dégoût, la joie, la tristesse, l'étonnement. OK, mais ça ressemble... Je connais pas vraiment ces théories contemporaines-là, mais ça ressemble un peu à ce que Descartes fait. Là, tout le reste, dans le fond, ça serait comme des sous-genres d'émotions. Je sais pas si ce que je dis en ce moment est scientifique non plus. Je sais pas si une personne en psychologie ou en psychiatrie approuverait ce classement-là, mais je sais que beaucoup de gens le font quand même aujourd'hui encore quand ils parlent d'émotions.
C'est drôle que tu dis ça parce que moi, cette partie-là du traité, j'étais comme ça, c'est des affaires du Moyen-Âge, comme on s'en fout. Genre. Mais Ouais. si tu me dis que c'est encore. Ça se peut que ça soit encore un peu comme ça qu'on y pense. Ça se peut. Mais Ouais. moi, c'est la partie qui m'a moins intéressé parce que c'est un petit peu arbitraire. Puis c'est un peu encore enraciné dans le Moyen-Âge plus que quand il parle de comment l'âme interagit avec le corps et tout. Ok. Mais là, je vois un pattern qui vient, c'est que dans le fond des cartes, t'as de l'air bon au début de ces livres, puis qu'après, ça devient un peu trop poussé. J'ai l'impression. Ouais, souvent. C'est vrai que Ouais. souvent, le début... Parce que les débuts, ils exposent ses principes, puis c'est surtout là que Descartes est fort. C'est comme... Ouais. Il y avait des principes plus solides que les gens de son époque en général. Il y avait des très bons concepts, mais là, après ça, quand t'essaies d'expliquer des concepts, un moment donné, ça devient... Ouais, c'est ça. Un moment donné, il fait fausse route, mais c'est normal parce qu'il travaille tellement en avance de beaucoup de choses qui vont venir plus tard dans la science que Ok. il pouvait pas vraiment avoir raison partout. Puis un autre point sur ce livre-là, c'est que il l'a dédié à Élisabeth de Bohême, qui était une princesse avec qui il avait une correspondance. Puis c'était elle qui avait demandé OK, mais si l'âme est séparée du corps, comment ils peuvent interagir? Puis c'est un peu dans le but de répondre à cette question-là qu'il finit par publier ce traité-là. Donc, il le dédie à elle. Je vais essayer d'élaborer ce que je pense. Il a essayé dans des lettres avec elle, mais il n'a jamais trouvé une explication tout à fait cohérente. À travers sa carrière, dans le traité des passions, il va parler de la glande pinéale, mais avant ça, il n'en parle pas. Fait qu'il est comme pas sûr vraiment où statuer. Il n'est jamais arrivé à une explication tout à fait satisfaisante. Ouais. Mais c'est normal parce que... Ben, même encore aujourd'hui, là, Non, c'est ça. En fait, aujourd'hui... Si on parle de conscience puis de tout ça, on n'arrive pas exactement à l'expliquer encore aujourd'hui. Non, exactement. Donc c'est ça. Ouais. Ensuite... Donc, avant qu'on passe au prochain livre, overall, on recommande ou on recommande pas Les Passions de l'âme? La première partie, ouais. Puis l'autre partie, L'autre partie, si vous aimez ça, comme tu dis, comme c'est quoi les émotions, puis tout ça. Ouais, mais moi, personnellement, j'ai trouvé ça un peu long, puis ça m'a pas tant plu. Parfait. Ensuite, Les principes de la philosophie. C'est publié en 1644. Donc, pas mal vers la fin de sa vie. C'est une des dernières œuvres qu'il a faites. C'est une espèce de synthèse de toute sa philosophie, du discours de la méthode et des méditations métaphysiques. OK. Un peu de même traité du monde. Donc, c'est comme une œuvre vraiment raffinée, peaufinée, achevée de sa pensée. Donc, on pourrait se dire, peut-être que ça vaudrait la peine de juste lire ça. Le problème, c'est que si t'as pas lu le reste de l'œuvre, c'est un petit peu dur à interpréter parce que c'est tellement synthétisé que si tu connais pas bien ses concepts, sa façon de voir les choses, ça peut être un petit peu paraître vide de sens un peu à un lecteur qui est pas averti. Donc, c'est un résumé de son œuvre, mais t'as pas le choix d'avoir lu son œuvre pour lire le résumé. Pour vraiment le comprendre, ouais, selon moi. Comme Donc, moi, je l'ai lu au début, puis je comprenais pas vraiment, je l'ai relu plus tard, parce que c'est assez court, là. Tu l'as lu 2 fois? Ouais, je l'ai lu 2 fois. OK. Wow. Fait que la deuxième fois, tu comprends mieux que en fait, ça représente plein d'idées qu'il a décrites dans d'autres œuvres, mais en général, c'est pas une œuvre que je vous recommanderais de lire, surtout pas au début. Donc, les principes de la philosophie, on ne recommande pas. Non. Parfait. Ensuite, dernière œuvre à proprement parler, assez obscure, La recherche de la vérité par les lumières naturelles. C'est une œuvre inachevée qui a été publiée à titre posthume en 1684. OK. C'est une espèce de dialogue entre 3 personnages, un peu comme Platon faisait dans ses œuvres. Ouais. Donc, il y a Eudoxe, Polyandre et Épistémon. Puis là, Eudoxe, c'est genre un homme qu'on dit d'esprit ordinaire, donc qui n'est pas particulièrement intelligent, un homme normal, typique, Okay. mais qui n'a aucune fausse opinion. Aucune fausse opinion. Aucune fausse opinion. OK. Polyandre, c'est un grand esprit, mais qui n'a jamais rien étudié. Donc, il est super intelligent, mais il n'a jamais étudié. Parfait. Puis Épistémon, c'est un grand esprit, donc il est intelligent, et il connaît toute la philosophie des écoles, donc toute la philosophie scolastique. Parfait.
Eudoxe, c'est un peu le représentant de Descartes, qui est donc c'est l'homme d'esprit ordinaire, mais qui n'a aucune fausse opinion. Parce que Descartes, il dit souvent comme je suis pas particulièrement intelligent, c'est juste que j'ai une bonne méthode. Donc, tout le monde peut y arriver. Puis, c'est pour ça qu'il a écrit le discours de la méthode en français pour l'adresser à un grand public et tout. Puis... et là, c'est fictif, là, son affaire. Oui, c'est comme une genre un dialogue platonicien. C'est genre des trois gars dans un jardin qui se parlent. Et est-ce que Eudoque finirait gagnant de l'histoire? En fait, c'est inachevé. Inachevé, c'est vrai. Mais en fait, ce que Descartes cherche à montrer, c'est qu'Eudoxe, c'est lui qui est le mieux placé pour arriver à la vraie connaissance du monde. Même si c'est pas le plus intelligent, puis même s'il a pas tout étudié dans les écoles, c'est en fait lui qui a le plus de chances d'arriver à la vraie connaissance. OK, mais... attends. Mais si Eudoque a jamais de fausses opinions, c'est sûr que c'est le meilleur pour arriver à la vérité, right? Exactement. Mais ça fait partie de la méthode de Descartes. Mais est-ce que dans son livre... OK, parce que là, moi ça vient me trigger un peu. Si dans son livre, est-ce que c'est écrit Eudoque n'a pas de fausses opinions ou ça, c'est une interprétation que t'en fais? Bonne question. Je pense qu'il dit explicitement. Il dit mais explicitement. C'est pas qu'il est incapable d'avoir une fausse opinion, c'est que il a trouvé la manière quand il y a une opinion, il va la vérifier, il va l'étudier sa propre opinion pour s'assurer qu'elle est vraie. OK, fait que c'est pas son constat de base que c'est un homme simple mais qu'il n'a pas de fausses opinions. C'est comme la résultante de qui il est qui fait en sorte qu'il n'a pas de fausses opinions. Puis là, il essaie de démontrer c'est mieux d'utiliser la même méthode que Doc pour arriver à la vérité. Exactement. OK. En gros, c'est ça. Mais c'est encore une fois, c'est un petit peu comme une parenthèse dans l'œuvre de Descartes. C'est comme on a trouvé ça dans ses notes après qu'il soit mort. C'est pas achevé. C'est comme. C'est juste drôle, je trouvais, d'en parler parce que c'est. Ouais, c'est un peu étrange. Mais aussi, en même temps, moi, si, mettons, je meurs, puis qu'on releaserait toutes les petites notes que j'ai écrites un peu partout, c'est sûr qu'il y aurait des affaires vraiment étranges. C'est sûr. Ouais. Exact. Mais faut aussi penser que Descartes, quand il écrit ça, probablement qu'il se dit un jour je vais le publier, il change d'idée. Évidemment, on peut pas lui prêter des intentions, mais c'est pas l'époque des médias sociaux là, où est-ce qu'il y a juste du texte partout. Là, c'est comme, c'est un savant, il étudie, il fait des notes pour travailler ses ouvrages et tout. Sûrement que l'écrit aussi, la forme de l'écrit ressemblait à quelque chose qui voudrait être publié plus tard. Ouais, exact. OK. Et donc, le verdict, est-ce qu'on recommande la recherche de la vérité par les lumières naturelles? Non. Ça vaut pas vraiment la peine. C'est très court, là, mais c'est pas super intéressant. C'est court comment, mettons? Combien de pages? Comme peut-être 20 ou 30. Ouais. C'est assez court. OK. Parfait. Fait que non, on recommande pas. Non. Bon. Puis ensuite, bon, là, ça, c'est pas mal le tour des œuvres. Il y a plusieurs correspondances qui sont étudiées. Donc, il y a sa correspondance avec Beekman, qui était le premier à l'introduire à la physique. Il y a sa correspondance avec Mersenne, où est-ce qu'il discute de maths, de philo, de plein de choses. Sa correspondance avec Fermat, où est-ce qu'il y a un beef. Sa correspondance avec Élisabeth de Bohême, où est-ce qu'il parle beaucoup de philo. Sa courte correspondance avec Christine de Suède, où on apprend que... C'est elle qui a causé sa mort. Non? Exactement. La correspondance qui menace à mort. Puis, c'est toutes des... Bon, si on veut être un spécialiste de Descartes, c'est des textes qu'on va étudier. Ouais. Sont assez importantes pour comprendre l'œuvre de Descartes. Comme beaucoup d'auteurs de l'époque, les spécialistes vont étudier leur correspondance. Ça permet de clarifier certaines ambiguïtés, etc. Mais il n'y a pas... Je voulais pas aller en détail dans chaque correspondance. Puis en fait, je les ai pas toutes lues là, parce que c'est des centaines de pages. J'ai lu celle de Élisabeth de Bohême puis Christine de Suède. Puis les autres, j'ai lu un peu des bribes. J'ai lu celle avec Fermat. Mais j'ai pas lu surtout Mersenne. Mersenne, d'un bord à l'autre, c'est beaucoup, beaucoup de textes. Là. Puis c'est aussi, il faut se souvenir à l'époque que les lettres, c'est plein de formules de politesse comme
C'est genre 3 phrases de formule de politesse avant de commencer. Là. Comme quoi, par exemple? Ah, attends. Mais déjà, OK. Les signatures. Les débuts, je m'en souviens pas, mais les signatures, c'est comme... je resterai à toujours votre plus grand et plus humble serviteur. Okay. C'est super long. Merci d'avoir agréé à tout. Ouais, exact. Puis surtout quand il écrit à Christine de Suède, parce que c'est comme une reine. Là, il doit commencer chaque lettre avec genre « Ah, vous êtes une reine, merci de m'avoir écrit. » Puis c'est comme super long avant qu'il commence à avoir du contenu. Puis aussi, après ça, bon, les archéologues de Descartes ont relevé plein de textes, des notes. Les archéologues de Descartes? Je dis ça un peu en blague, là, mais okay. c'est comme on est allé creuser un peu dans ses tiroirs pour trouver tous ces manuscrits. Il y a sa thèse de droit, parce qu'il a étudié en droit. Il a écrit son premier truc qu'il a écrit, qu'il a publié, je crois, c'est un texte sur la musique. Pour vrai? Ouais, un abrégé de musique. Était-tu bon? Je l'ai pas lu. Okay. Je l'ai comme feuilleté, là, parce que ça m'intéressait pas vraiment, là, mais fait qu'il a écrit un texte de musique. Il y a un petit traité de mécanique où est-ce qu'il explique comment fonctionnent des poulies, des choses comme ça. Fait que ce sont tous des textes qu'on n'étudie pas vraiment dans l'œuvre de Descartes, mais qui existent, là, qu'on peut mettre la main dessus si on fouille un peu. J'aimerais ça lire le texte de musique de Descartes. Je suis prêt à te l'envoyer. Pour vrai? Ouais. Ouais, j'aimerais ça. C'est disponible sur Internet. OK. Ouais. C'est combien de pages? C'est pas très long, là. Mais je veux dire, il faut toujours garder en tête que c'est le 17e siècle. Fait que même si c'est pas long, ça peut quand même être difficile à lire. Mais je te l'enverrai. Okay, tu me diras ce que t'en penses. Donc, le compte-rendu pour tous les textes externes, on va appeler ça les textes supplémentaires, mettons. Ouais. Recommandé ou non? Non, ça vaut pas la peine de lire. Fait que toi, t'as lu des centaines et des centaines de pages de trucs que tu recommanderais pas à lire aux autres. Ouais. OK. Parfait. Mais ça sauve beaucoup de temps. Ça sauve beaucoup de temps aux gens. Damn, OK. Fait que toutes les correspondances, toi, t'as l'impression que ça t'a pas servi à grand-chose. Ben... Je veux dire, c'est un peu du travail d'aller fouiller, voir s'il y a des choses intéressantes. Puis souvent, t'en trouves pas. Tu sais, comme Fermat, j'ai trouvé la querelle qui était super intéressante, qui est une de nos vidéos les plus populaires. Mais... T'sais, Elisabeth de Bohème, il y a quelques trucs qu'on a discuté, mais il y a ces autres Mersenne, peut-être qu'il y aurait des choses intéressantes. Je l'ai pas lu d'un bout à l'autre, mais okay. ça devient un peu lourd. Ouais, non, je comprends, là. Je comprends. Et là, donc, verdict global, plusieurs choses que tu recommandes, beaucoup aussi que tu recommandes pas, donc ça peut aider les gens à lire ou non. Mais moi, ma question que je me pose depuis le début, c'est, ça fait longtemps que tu lis sur Descartes, tu as lu la majorité de ses œuvres, la grosse majorité de ses œuvres, presque la totalité, sauf ses relevés de musique et tout. Mm-hmm. Comment est-ce que Descartes t'a aidé à devenir un meilleur homme? À peine, là. Je veux dire, il m'a aidé à comprendre beaucoup mieux c'est quoi le début de la science moderne. Puis moi, c'est un sujet qui me fascine. Fait que j'ai appris beaucoup de choses intéressantes, mais concrètement, ouais, ça apporte pas grand-chose à la vie de tous les jours. Ouais, OK. Mais non, je m'attendais un peu à cette réponse. Mais tu sais, mettons plus précisément, c'est quoi les grosses lignes, maintenant que tu as tout lu, qu'on a fait pas mal toutes les vidéos sur Descartes, là, c'est sûr que je suis pas mal sûr qu'on va en trouver 2-3 autres à faire, mais c'est quoi les plus grandes lignes? En quoi ça t'a aidé à mieux comprendre le monde, peut-être, ou mieux comprendre l'histoire des sciences, peut-être? Finalement, d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue connaissance, à quoi ça t'a apporté de lire toute l'œuvre de Descartes? Ben, ça montre, en étant au début de la science moderne, ça montre à quel point on a fait du chemin. Ouais. Ça montre à quel point il y avait du chemin à faire, à quel point il y avait encore beaucoup de fausses conceptions. Ça montre que il y a vraiment par exemple, que la méthode de Descartes, qui aujourd'hui est un peu comme dépassée dans le sens que tout le monde est d'accord que quand tu fais de la science, il faut faire attention, puis
faut que les raisonnements soient certains, puis faut pas dire n'importe quoi. Mais tout ça, c'était pas aussi évident à l'époque. Fait que ça montre que réfléchir à la méthode, réfléchir à comment on conduit la bonne science, comment on arrive à des bonnes découvertes, c'est pertinent. Peut-être des fois, on fait ça un peu moins aujourd'hui, comme on en avait parlé dans d'autres épisodes, mais on a tendance à plus comme accepter les paradigmes, puis les scientifiques n'ont pas le temps de réfléchir trop à leur méthode, souvent. Ça montre aussi que pour réfléchir à la méthode, il faut aussi faire de la science. Comme Descartes, il arrive à ces principes-là parce qu'il est capable de découvrir des choses, puis il se rend compte de l'importance de ses découvertes. Puis ensuite, il se demande comment je suis arrivé à ces découvertes-là. Puis là, il réfléchit à sa méthode. Donc, je pense que de juste commencer à partir de rien puis se dire c'est quoi la bonne méthode, c'est peut-être pas le bon chemin à faire. Si tu veux vraiment comprendre la méthode scientifique, c'est vraiment en l'exerçant que tu vas développer ces bonnes réflexions-là. Fait que je pense que ça, c'est les grandes lignes de ce que je retiens de l'œuvre de Descartes. En passant, juste petit truc comme ça, il y a beaucoup de ses œuvres qui est écrit en vieux français. Oui. Donc ça, il faut s'en rappeler, parce que Justin m'a envoyé des screenshots de bouts de livres, et honnêtement, j'ai dû le relire peut-être des fois, ça m'a pris peut-être 5 fois de relecture pour comprendre. Déjà que même si c'est écrit en bon français, en français moderne, ça aurait été un peu dur à comprendre. Là, c'est écrit en vieux français. Ouais. Donc, il faut garder ça en tête si on veut s'embarquer dans l'œuvre de Descartes. En fait, c'était la dioptrique et les météores. J'arrivais pas à trouver l'orthographe moderne. OK. Puis il semble pas que comme il y ait des livres physiques qui ont été imprimés depuis... Comme, mettons, Discours de la méthode, tu peux acheter Folio, Gallimard, il y a une édition moderne. Mais dioptrique et météore, je l'ai pas trouvé. Fait que là, j'ai trouvé une version sur Internet en vieux français. Après, j'en ai trouvé une qui était en orthographe moderne, mais elle était pas complète. Elle était comme juste partiellement traduite. OK. Les bouts étaient intéressants. Je sais pas, ouais, peut-être. Okay. Fait que finalement, j'ai juste lu en vieux français. Puis pour vrai, je pensais que ça allait être vraiment difficile, parce que j'avais essayé au début, puis j'étais pas capable. Mais à cause que je suis tellement habitué à comment Descartes écrit, que c'était même pas plus difficile que d'habitude, là. C'était comme... Je lisais comme si c'était du français normal parce que je suis comme habitué à les formules que Descartes utilise, les mots qu'il va utiliser dans tel contexte. Fait il y a vraiment eu une progression de comme la compréhension juste de comment Descartes écrit qui m'a vraiment aidé. Mais il y a un style particulier aussi. C'est un style de l'époque. OK, ouais. C'est ça. Okay. C'est ça. Mais son style, j'ai fini par... Maintenant, pour moi, c'est facile. Mais au début, c'était... Tu sais, Discours de la méthode, ça va. C'est pas facile, mais c'est un des plus faciles. Mais méditation métaphysique, c'est super abstrait, c'est compliqué, c'est dans son style de l'époque, c'est comme wow, c'est lourd, là, c'est dur. C'est une grosse charge. Hein? Ouais, ça a pris du temps à lire, comme je suis allé par petits morceaux. Là. OK. Ben écoute, merci Justin d'avoir pris toutes ces heures-là pour finalement nous faire le résumé sur toutes ces lectures-là. Si ça vous intéresse comme contenu, n'hésitez pas à nous lâcher un petit like, un petit comment, on répond aux commentaires très activement. Si vous avez des suggestions de thématiques que vous voulez qu'on aborde, vous pouvez aussi nous les envoyer, c'est sûr qu'on va les prendre en compte et tout. Petite question, on va laisser ça sur une porte ouverte. Est-ce que c'est bel et bien le dernier épisode de Descartes? Est-ce qu'on va vraiment le finir au 9e ou 10e épisode? On va le voir dans le prochain épisode.